Karim Zerébi, on est avec Catherine Tricot de la revue Regard et Manuel Bompard de la France Insoumise. On va parler de la France Insoumise, Manuel Bompard. C'est pour ça que vous êtes là. Ça tangue visiblement après le score aux européennes. Départ de Charlotte Girard qui fustige la désorganisation, l'impossibilité d'exprimer des désaccords, accusation d'autoritarisme, offensive de Clémentine Autain pour changer la ligne, plainte de Thomas Guénolé contre l'appareil. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est sous pression? Écoutez la réponse d'Éric Coquerel. Pour lui, personne ne peut fédérer plus que Jean-Luc Mélenchon. À un moment donné, on a besoin d'une figure tribunicienne qui arrive à représenter ce que nous sommes. Moi, ce que je constate, c'est que pour l'instant, je ne vois personne qui est capable de fédérer en réalité de manière aussi presque naturelle. Jean-Luc, sans que ça soit contradictoire, arrive à synthétiser les deux. Il arrive à fédérer les choses. Mais et aujourd'hui, j'en vois pas d'autres qui sont capables de le faire. Manuel Bompard, vous qui êtes proche de Jean-Luc Mélenchon, vous dites la même chose. Il n'y a personne d'autre, à part Jean-Luc Mélenchon, qui peut fédérer toutes ces tendances qui fait la France Insoumise. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon reste la figure de la France Insoumise qui est la plus identifiée. Et c'est celle sans qui la France Insoumise n'existerait pas. Jean-Luc Mélenchon est la personnalité qui a amené la France Insoumise à près de 20% des voix à l'élection présidentielle. C'était il y a 2 ans. Alors que la France Insoumise, là, soit confrontée à un revers électoral aux élections européennes, c'est un fait, personne ne l'a contesté. Mais néanmoins, moi, je ne suis pas pour jeter le bébé France Insoumise avec l'eau du bain, vous voyez. Je pense que quand même, on parle d'une force politique qui a 3 ans, qui à 3 ans n'existait pas, qui aujourd'hui a 17 députés à l'Assemblée nationale, 6 parlementaires européens. Alors, on n'a peut-être pas tout fait bien, mais on n'a pas fait que des mauvaises choses non plus. Alors, vous dites que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a créé la France Insoumise. Est-ce que la France Insoumise peut vivre sans Jean-Luc Mélenchon ? Mais la France Insoumise, elle vit d'une pluralité de figures identifiées. Et une des choses, d'ailleurs, qu'on peut reconnaître et remercier Jean-Luc Mélenchon pour cela, c'est d'avoir contribué à faire émerger un certain nombre d'autres visages politiques. Et il n'y a pas beaucoup de forces politiques qui, ces derniers temps, ont fait émerger ces gens-là. Les gens que vous avez montrés sur les photos tout à l'heure, et qu'on voit derrière vous, là, il y a un certain nombre de visages qui, il y a 3 ans, n'étaient pas identifiés dans le paysage politique. Et je crois que ça, c'est une force pour Jean-Luc Mélenchon. Oui. Maintenant, je considère pour ma part que Jean-Luc Mélenchon reste un atout pour la France Insoumise, que bien sûr, il a ses défauts comme tout le monde, personne n'est parfait, qu'il a pu faire des erreurs comme tout le monde, personne n'est parfait, qu'il n'en a pas fait. Mais en même temps, je pense que Jean-Luc Mélenchon, par rapport aux difficultés que rencontrent les gens aujourd'hui au quotidien, je pense qu'il est une figure dont on a besoin. Jean-Claude ? Vous n'avez pas de doute sur ce qu'il va faire ou il ne vous a fait aucune confidence? Parce que vous disiez il y a un instant que c'était l'homme qui avait mis la France Insoumise à 20%, pas loin, 19,57 ou 58. C'est aussi l'homme qui l'a mis à 6,3 la semaine dernière. Non. Est-ce que vous savez, Monsieur Bompard, vous êtes un intime, est-ce que vous savez ce qu'il va faire, ce qu'il va dire, puisqu'on annonce que l'oracle va se prononcer dans les heures ou dans les jours qui viennent? J'ai quelques idées, mais vous imaginez bien que c'est pas moi sur ce plateau qui vais vous dire ce qu'il compte faire ou annoncer. Et puis je pense que c'est normal qu'on réfléchisse après un revers électoral sur la meilleure manière de continuer le combat politique. Ce que je peux vous dire, Monsieur Dacier, c'est que Jean-Luc Mélenchon est une personne qui mène la bataille politique depuis de nombreuses années et que c'est pas demain qu'il va s'arrêter de le faire. Voilà ce que je peux vous dire. Et ça, j'en suis convaincu. Voilà, maintenant. C'est ce qu'il dit aussi. Je ne cesse aucun combat, pas de rumeurs, s'il vous plaît. Voilà. Après, moi, je vous dis franchement, c'est légitime qu'on puisse avoir des discussions sur la meilleure manière que la France Insoumise continue à avancer. Il faut le faire de manière sereine, il n'y a pas de problème. Vous parlez de crise, je ne sais quoi. Non, on discute, on débat. Dans toutes les organisations politiques, on débat. Moi, ça ne me dérange pas. Alors, Karim Zerébi et puis Catherine Tricot. Non, moi, je suis un peu gêné avec ce culte du chef, là. Qui a la figure du gourou là, donc, qui serait indispensable. Donc, pour moi, un mouvement politique tire sa force du projet, des valeurs qu'il incarne et qu'il porte. Et la France Insoumise, à un moment donné, a interpellé la société française, notamment au présidentiel, parce qu'elle portait un projet politique qui tendait à lutter contre les inégalités, à avoir une redistribution des richesses plus juste, à faire en sorte, justement, on parlait tout à l'heure de conflits, j'ai envie de dire, dans notre pays, de haine et autres. Et c'est vrai que le projet de la France Insoumise était attractif parce qu'il donnait le sentiment, là aussi, de défendre une vision du vivre ensemble avec une dimension républicaine, et donc laïque. Moi, je le dis, je veux dire, il y a eu de la force dans ce projet. Mais c'est pas Mélenchon, c'est le projet, moi, qui pouvait intéresser. Après, Mélenchon, il est élu depuis le début des années 80. Donc, il a porté le dégagisme. C'est assez paradoxal que quelqu'un qui porte le dégagisme et qui est élu depuis le début des années 80 et qui a vécu que de politique toute sa vie, il n'a jamais fait autre chose. Donc, ça accroche comme ça à un moment donné. Là, il y a une généralité. Non, mais arrêtez. C'était le plus jeune sénateur de France. Racontez pas d'histoire. Après,
a été député européen, après il a été député de la Nation. dire qu'il a jamais rien fait d'autre de sa vie. Non, je dis qu'il est rentré très jeune, il n'avait pas 30 ans en politique et qu'il n'en est plus sorti depuis, il a presque 70. Vous n'allez pas le contester. Non, là vous corrigez. Moi je trouve dommage parce que finalement cette figure-là, on voit bien, hein, c'est le tuteur de toutes ces jeunes élus de la France Insoumise. Personne n'a parlé de ça, Karim Zeribi. Personne n'a dit qu'on avait besoin d'un tuteur ou d'un groupe. Ça les empêche presque, je dirais, d'émerger alors qu'il y a de la qualité chez ces jeunes élus de la France Insoumise. Bien sûr, Adrien Quatennens qui a fait le débat sur CNews. Bien sûr, Corbière, vous-même. Donc, je pense qu'il y aurait une marge de manœuvre beaucoup plus forte si Mélenchon décidait de se mettre un peu en retrait comme Wauquiez l'a fait. Ça serait pas mal. Catherine Tricot, il faut qu'il se mette en retrait. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, c'est un combattant, c'est aussi un intellectuel, ce qu'il revendique souvent, c'est quelqu'un qui essaye de penser le moment politique dans lequel on se trouve. Et ce que je pense, c'est qu'en fait, il y a depuis 2 ans une sorte d'ambiguïté au sein de la France Insoumise qui marche sur 2 pas, c'est-à-dire que sur 2 pieds, sur 2 jambes, plus ou moins égales, entre, d'une part, l'histoire de Jean-Luc Mélenchon et toutes les valeurs qu'il charrie. Pour tous les Français, Jean-Luc Mélenchon est un homme de gauche, Et il a gauche aussi, hein. peut-être, mais il a incarné, notamment en 2017, une façon d'être de gauche qui ne renie pas, qui ne renonce pas et qui se bat pour des valeurs d'égalité et de liberté de façon extrêmement intelligente et en faisant appel à l'intelligence de son auditoire et des électeurs. Et il y avait ça, et puis il y avait aussi cette réflexion qui n'est pas sans fondement sur le dégagisme que ensuite s'est trouvé, à mon sens, très développé dans la pratique pendant les 2 années qui ont suivi et qui ont provoqué clash sur clash, c'est-à-dire avec une ligne qu'il a voulu appeler populiste. Moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, il a voulu, dans cette basculer de « je suis quelqu'un qui est un républicain qui rassemble la gauche debout », je suis un populiste. Et je crois que cette bascule se fait de façon très douloureuse, à mon avis avec de très mauvais résultats, parce que vraiment les 6-31, c'est quand même pas du tout un épiphénomène, c'est pas du tout un hasard, c'est d'ailleurs pas circonstanciel, c'est-à-dire qu'en fait la décrue, elle est depuis le soir des élections. Aussi, non mais bien sûr, mais il y a les élections européennes, mais peu importe. Mais elle est européenne aussi. Non, mais, que dans d'autres pays d'Europe, cet espace mais Jean-Luc politique, Mélenchon avait 19,6 et il n'a cessé de baisser. Et moi, je pense qu'il y a un problème de stratégie politique qui a été mise en œuvre, qui s'est appelé le populisme, le dégagisme. Et ce que vous disiez, Emmanuel Bompard, c'est que vous appelez à ce qu'il y ait une réflexion. Moi, j'entends Charlotte Girard ou Clémentine Autain dire il n'y a pas de lieu pour discuter. Donc, entre ces 2 lignes politiques, comment on fait? Moi, je crois que la France Insoumise a représenté quelque chose, un grand espoir dans ce pays. Son écroulement n'est pas une bonne nouvelle. Et je ne sais si c'est possible de la redresser. Je l'espère pour vous, mais pour que ça se redresse, il faut se parler. Là, pour l'instant, il n'y a pas de discussion. On attend que le chef nous dise. Vous pouvez l'inventer si vous voulez, mais des lieux de discussion dans la France Insoumise, il y en a beaucoup. Vous direz à Charlotte Girard et à Clémentine Autain, vous essayez de les convaincre. Je leur dirai, mais par exemple, je peux vous dire sur ce plateau que Clémentine Autain participe tous les mardis à une réunion du groupe parlementaire de la France Insoumise. Mais le groupe parlementaire, c'est pas un lieu d'organisation. Ces discussions ont eu lieu. Donc si vous voulez, vous pouvez faire comme s'il n'y avait aucun lieu pour exister et qu'à la France Insoumise, il y avait un chef qui appuyait sur un bouton. Mais c'est pas la réalité. Mais les députés ne sont pas mandatés pour diriger un mouvement. Non, mais c'est pas ce que vous étiez en train de dire. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a aucun lieu pour discuter. Je vous fais juste la démonstration que c'est pas vrai. Mais non, je dis que la France Insoumise, en tant que mouvement, n'a pas construit les modes d'organisation pour que, comme le dit Charlotte Girard dans sa lettre, il faut qu'on puisse être d'accord, mais il faut aussi qu'on puisse ne pas être d'accord. Or, la liste des départs depuis 2 ans de la France Insoumise, on est sur départ, c'est-à-dire dès qu'on n'est pas d'accord, on n'a qu'une solution, c'est la porte. Clément Viktorovitch, sur la France Insoumise. Mais moi, il me semble qu'il y a quelque chose d'indéniable, c'est que Jean-Luc Mélenchon est un grand leader politique. Et je dis ça me semble être objectivable. C'est-à-dire, si on remonte à 2012, quand il commence sa campagne à la présidentielle, les sondages le donnent à peu près à 6, il finit à 12. En 2017, quand il commence sa campagne, les sondages le donnent aux alentours de 10, il finit à presque 20. Donc, c'est un grand leader politique qui a réussi à rassembler sur son nom et sur son mouvement des électeurs. Et puis derrière, construction effectivement d'une force qui s'est imposée comme une force politique du paysage français. La France
France Insoumise. À quoi cela tient? Cela tient, selon moi, à deux choses. Jean-Luc Mélenchon a réussi une synthèse idéologique en alliant, d'une part, un discours de gauche assez traditionnel, assez ancien, fondé sur la justice sociale, la redistribution des richesses, une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le ferment d'une vie bonne et heureuse dans une société, avec deux points politiques qui étaient beaucoup plus modernes. D'une part, l'écologie politique, qu'il a intégré totalement à sa matrice, et puis par ailleurs, une réflexion sur l'approfondissement de la démocratie. Et puis, la deuxième chose qui me semble avoir expliqué son succès, on peut pas l'éclipser, c'est un grand orateur, c'est un grand tribun. Peut-être le meilleur orateur politique à l'heure actuelle, Jean-Luc Mélenchon. Et là aussi, je crois que peu de gens le discuteraient. Voilà comment Jean-Luc Mélenchon arrive à fonder cette force qui est la France Insoumise, qui a été en 2017 une grande force politique. Il me semble aujourd'hui que le pire ennemi de la France Insoumise, c'est devenu Jean-Luc Mélenchon. Pour une raison simple, c'est qu'il a abîmé ce qu'un homme politique a de plus précieux. Il a abîmé son image. Et moi, navré, je pense que la chose qui restera comme une faute originelle peut-être pas la faute originelle, mais justement comme la cristallisation des fautes politiques de Jean-Luc Mélenchon, c'est les perquisitions, pardonnez-moi. Mais voir un leader politique hurler, les yeux révulsés, la République c'est moi, ma personne est sacrée, c'est venu cristalliser cette image. Cette image restera et elle cristallise toutes les critiques qui pèsent sur Jean-Luc Mélenchon depuis longtemps. On disait de lui que c'était un homme colérique, on disait de lui que c'était un homme impulsif, on disait de lui qu'il avait des penchants autoritaires. Les responsables de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon lui-même, n'avaient de cesse de balayer d'un revers de la main les critiques. Je ne sais pas, moi je ne connais pas Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas si ces critiques sont justifiées ou injustifiées. Ce que je sais, c'est que ce jour-là, cette matinée-là, Jean-Luc Mélenchon, tout d'un coup, en une image, a incarné toutes les critiques qui pesaient sur lui depuis longtemps. Je crois que ce jour-là, il a dilapidé en une matinée son capital politique le plus précieux, son image. Deux questions. Jean-Luc Mélenchon peut-il s'en relever? Honnêtement, j'en doute fortement. Deuxième question, est-ce que la France Insoumise peut continuer sans Jean-Luc Mélenchon? Peut-il y avoir un mélenchonisme sans Jean-Luc Mélenchon? Ça, je ne sais pas. Bon, allez, Manuel Bompard, est-ce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Bon, d'abord, je veux dire que le débat stratégique, il est normal et il est légitime. Néanmoins, je pense que les termes dont vous avez parlé ne correspondent pas exactement à ce débat. Bien sûr qu'une force politique, elle porte une proposition alternative. C'est le programme de la France Insoumise, s'appelle l'Avenir en commun, dont a parlé Clément Viktorovitch à l'instant. La difficulté, c'est que l'élection européenne, par définition, est plus complexe pour cela. Notamment quand vous avez un discours vis-à-vis de la construction européenne qui fait que personne ne pense que c'est les députés européens qui vont changer la vie des gens demain. Et donc, on s'est retrouvé confronté à cette difficulté. Et c'est vrai qu'on n'a pas réussi à la contourner. Personne n'a théorisé le clash ou je ne sais quoi. Par contre, effectivement, il y a une colère grandissante dans ce pays, avec des gens qui se reconnaissent plus dans le système politique tel qu'il est. Et je crois que c'est normal d'essayer de trouver les modalités pour l'exprimer. Ensuite, sur Jean-Luc Mélenchon et les perquisitions, je pense que Jean-Luc Mélenchon a dit ce qu'il avait à dire sur le sujet. J'observe que tout à l'heure, on a appris qu'au Brésil, Lula et l'instrumentalisation de la justice avaient empêché Lula d'être candidat à l'élection présidentielle et on se rend compte maintenant du coup monté que c'était. Je pense que ce qui aurait dû susciter de l'indignation lors des perquisitions, c'est la manière avec laquelle la justice avait été instrumentalisée contre la France Insoumise. Qu'après Jean-Luc Mélenchon ait eu une réaction... Est-ce que vous êtes insurgé de la même façon lorsqu'il y a eu des perquisitions au Rassemblement National, Front National? Eh ben, on le verra, mais en tout cas, pour bien connaître la question des comptes de campagne présidentielle de la France Insoumise, je peux dire ici que pour moi, il n'y avait aucune raison d'avoir un tel dispositif. Maintenant que Jean-Luc Mélenchon ait réagi d'une manière inappropriée, je crois qu'il s'en est expliqué. Moi, je veux bien que... Allez, un dernier mot là-dessus. Après, on parle de la droite. Le spectacle offert par Jean-Luc Mélenchon à cette occasion ne l'ait pas aidé. Mais je vais au-delà de ça. Moi, je partage l'enthousiasme pour l'orateur, séduisant à l'oreille. Mais le programme, l'attitude qu'il a eue vis-à-vis des Gilets jaunes, à côté complet. L'attitude qu'il a sur le Venezuela, M. Chavez, M. Maduro. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Complet. Ouais. À côté complet. Vous n'avez pas pris la boîte, là? Non, mais ça vous gêne. La boîte Venezuela. Refermons le Venezuela, mais enfin, vous l'avez quand même dans le paquet. Non, c'est vous qui utilisez le programme économique. 300, 400 milliards de fraude fiscale, avec ça, vous financez tout le reste. Non, monsieur, 60 à 80. J'ai terminé. Oui, mais évitez de multiplier les choses inexactes. Ce sera mieux. Se prétendre populiste et être... Mais il n'a jamais dit ça, Jean-Luc Mélenchon. Et être quelque part assez pro-immigration, même si sa position a fluctué, ça fait beaucoup de contradictions. L'homme est ce qu'il est, son talent et ses faiblesses, mais son programme politique, pour moi, mettrait ce pays en faillite en 18 mois. Et puis il y a quand même un dernier élément dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel, malheureusement, j'ai envie de dire, je considère que Mélenchon est presque un obstacle à l'union de la gauche.
Ouais, c'est vrai. Il joue tellement personnel, tellement sur sa personnalité. En gros, vous êtes tous derrière moi, mais circuler, il n'y a rien à voir. Et ce discours-là, je crois à l'union de la gauche possible. L'union de la gauche, c'est quand des gens disent à peu près la même chose et défendent à peu près la même chose, mais sont candidats sur des listes différentes. Je trouve ça d'une stupidité effrayante. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la gauche la plus bête du monde. La gauche. Attends, il y a compétition avec la droite là. Il y a compétition avec la droite. Mais quand on fait l'analyse des votes des élections européennes où la gauche fait 31%, Glucksmann, Hamon, Mélenchon, Jadot et les communistes, qu'est-ce que vous avez de différent ? Avec M. Glucksmann, avec le Parti Socialiste. Mais qu'est-ce que vous avez Je crois qu'on l'a montré dans la mandature précédente qu'on avait un certain nombre de points de désaccord. Mais non, mais c'est Glucksmann est fort, ne portez pas le bilan. Vous ne pouvez pas mettre tout le monde comme ça et dire tout le monde doit être Karim, tu as raison sur le fond, mais ton analyse est bonne. Moi, je suis pas d'accord avec la loi travail, je suis pas d'accord avec la déchéance de nationalité. Vous voyez, excusez-moi, mais je suis pas d'accord. C'est le bilan d'Hollande, c'est parce que portez Glucksmann. Le Parti Socialiste a rompu avec le bilan de François Hollande. Vous êtes plus intelligent que ça. Et encore une fois, on dirait que les gens avec qui je suis d'accord, pas avec les gens avec qui je suis pas d'accord. Vous cherchez des points de rupture et des points de division. On serait intéressé de savoir avec qui vous envisageriez de faire. Mais vous savez, sur la liste contrairement à l'idée que vous voulez laisser entendre sur ce plateau, la liste de la France Insoumise à l'élection européenne, elle était conduite par une personne qui n'était pas membre de la France Insoumise. Il y avait sur cette liste des gens issus du Parti communiste. Mais pourquoi vous cherchez toujours l'alliance comme étant la nécessité de travailler avec des forces politiques? Pourtant, de se rassembler quand même à un moment donné. Vous voulez pas rassembler le pays? Vous voulez pas rassembler le pays? Je veux rassembler le peuple, M. Zeribi. Mais le culte du chef, arrêtez avec ça. Mais arrêtez avec le culte du chef. Qui a parlé de culte du chef? Parce que vous êtes soi-disant pour une démocratie participative. Et tous les gens qui quittent la France Insoumise vous expliquent qu'il n'est pas possible de débattre dans votre parti. Donc c'est tous des menteurs. Mais c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Peut-être qu'eux n'ont pas trouvé les lieux. Ce soir, vous nous apprenez que ceux qui partent sont des menteurs. Je peux répondre rapidement et tranquillement que la France Insoumise soit une construction politique nouvelle où on a essayé de faire en sorte de construire un mouvement, c'est-à-dire pas un parti politique traditionnel, qui a encore du travail pour faire en sorte que les modalités de participation collective aux réflexions stratégiques, aux prises de décisions programmatiques soient abouties, avancées. C'est une évidence. Mais d'ailleurs, je vais même vous le dire, il n'y avait pas besoin de vous pour le savoir. À sa dernière convention, la France Insoumise avait dit nous sommes un mouvement évolutif et nous allons nous améliorer en avançant. Okay. Et nous avions prévu des décisions. Il y a une assemblée représentative à la fin du mois. On va y arriver. On va le faire. Il faut garder un peu de patience. Il faut faire en sorte de ne pas surreprésenter le poids de l'élection européenne. Et puis on avance parce que les Françaises et les Français, ils ont besoin. C'est un combat. Mais c'est pas la question de l'unité. C'est ce qu'on offre une alternative. Un tout petit mot de la droite, parce qu'on faisait la gauche la plus bête du monde, mais là on est